Léonora Miano, contour du jour qui vient. Elle vient me voir à la même heure tous les matins. Cela fait plusieurs jours que je n'ai pas pu me lever. Une douleur aiguë me terrasse. Je la sens dans mes os, comme si quelque chose venait me les briser de l'intérieur. Parfois je fais des rêves somptueux. J'implose, mes os s'émiettent. Un souffle en propulse la poudre dans mes chairs qui se lézardent avant de craquer. Mon sang semble à des myriades de paillettes rouges. Il tombe en poussière sur le sol d'une pièce, toute de métal argenté. C'est mon sang, pas le tien. Il est sec, il est joli, on dirait des cristaux de couleur sur le sol d'argent. Je suis morte, délivrée du mal. Je suis belle à l'intérieur, je n'ai jamais su à quoi je ressemblais vraiment, vue de l'extérieur. De là où tes yeux s'appliquaient à m'éviter. Chétive, c'est tout ce que je sais. C'est ce qu'elle me dit tous les matins, depuis que je suis malade et qu'elle vient me voir. Mon Dieu, qu'elle est maigre. Tu vas te lever bientôt, dis. On n'a vraiment pas fait une affaire avec toi. J'ai dit à Lumière qu'il fallait qu'on trouve quelqu'un d'autre, qu'on se débarrasse de toi. Il ne m'écoute jamais. Tiens, avale ça. Elle me donne une potion concoctée à partir de plantes amères. L'amertume a des vertus curatives, c'est ce qu'on croit ici. Que le mal soigne le mal. J'avale pour qu'elle me laisse en paix. Elle s'en va en pestant. Je me demande pourquoi je ne meurs pas. Un jour où nous étions allés voir le médecin, elle dit à papa que mon corps fabriquait des globules rouges de mauvaise qualité. Ils sont en forme de faux, au lieu d'être ronds. Ils s'attaquent entre eux, je m'auto-détruis involontairement. Je devrais être déjà morte. Depuis 3 ans. Mais non, la mort qui m'habite ne parvient pas à triompher de moi, de l'idée que je ne suis pas né pour rien. Il n'est pas question que je sois une ombre toute ma vie. Je vais sortir d'ici. J'ai déjà essayé. Ils m'ont reprise, ce n'est pas grave. J'attends seulement mon heure. La maison appartient à Lumière. La mère qui vient me donner à boire cette potion verte où surnagent des bouts de feuilles et de nervures, s'appelle Kwedi. C'est la seule dont nous connaissions le nom. Les autres, les hommes, utilisent tous des pseudonymes. Ils ont dû changer de nom, disent-ils, lorsque leur mission leur a été révélée. Ils sont donc désormais lumière, don de Dieu et vie éternelle. En fait, de maison, il s'agit d'une grande baraque en bois bâtie à la va-vite sur un terrain dont personne ne se soucie. Nul ne vient jamais ici en dehors des 3 hommes qui amènent de temps en temps de nouvelles filles. Ce sont elles, les ombres qui m'environnent. Certaines les ont suivies de leur plein gré. La plupart y ont été poussées par leur famille. Elles viennent en principe pour ce qu'ils appellent des séances de réarmement moral. C'est de cette manière qu'ils en parlent lorsque je me trouve près d'eux. En réalité, ni les filles, ni les 3 hommes, ni même Kwedi ne s'inquiètent du moindre réarmement moral. Les filles viennent ici avant d'entreprendre un voyage vers l'Europe. Lumière et don de Dieu s'occupent de la paperasse lorsque c'est possible. Quand ce ne l'est pas, elles empruntent des chemins de traverse. Des passeurs les amènent par les déserts du Tchad et du Niger vers la Méditerranée où des canaux les attendent. Le rôle de vie éternelle est de les protéger spirituellement. Moi je porte les repas que leur prépare Kwedi avec ceux dont elles disposent. De la viande de brousse, du porc épic, du serpent, du singe boucané parfois. Souvent il n'y a que des tubercules ou des plantains. Les filles sont entassées dans la même pièce. Au début, elles ne se connaissent pas, mais elles finissent toujours par échanger quelques mots. Certaines racontent leur vie, pendant qu'elles mangent, je m'assieds par terre. J'attends qu'elles finissent pour ramener les écuelles. Elles ne quittent jamais cette pièce. Je leur porte des seaux d'eau pour leur toilette. Il ne faut pas qu'elles se lavent comme Kwedi, et moi à l'extérieur de la maison qui ne dispose pas de sanitaire. Vie éternelle dit que des esprits pourraient pénétrer leur vagin afin d'élire domicile en elles. J'ignore pour quelle raison Kwedi et moi serions à l'abri de ces malfrats invisibles.
Enfin, je sors et je nettoie les pots de chambre. C'est certainement cela qui fait tant enrager Kwedi, d'avoir à nettoyer leurs excréments pendant que je suis malade. En 3 ans, j'en ai vu passer de ces filles. Elles viennent ici, y demeurent quelques semaines, des mois parfois, puis elles disparaissent. Je ne sais ce qu'elles deviennent si elles obtiennent ce qu'elles étaient venues chercher. En ce moment, elles sont 7. Il y a Siliki, qui a le crâne rasé, contrairement aux autres qui vouent une détestation si féroce à leur chevelure crépue qu'elles s'acharnent à y coudre des perruques ou à y poser des rajouts. Il y a Enangé, aux jambes aussi fines et longues que les lianes, qui s'enroulent autour des arbres de la brousse. Mukom, qui a des lèvres aussi rouges qu'on la croirait constamment maquillée. Et Bokolo, dont la peau est si noire qu'on la distingue à peine dans cette pièce si sombre où elles sont enfermées. Il y a encore Sike, la bagarreuse, Musso Loki, la mélancolique, et Andale, la pieuse, la plus jeune qui ne doit pas avoir 20 ans. Elles ne font rien de la journée. Elles sont seulement là, dans cette pièce obscure qui sent la sueur et le renfermer. Elles se racontent leur vie et aussi des histoires pour se persuader que la lumière les attend au bout du tunnel. Au fond, elles ont accepté l'idée que leur vie entière soit souterraine, ici ou dans cet ailleurs où elles se rendront bientôt. Elles se font des tresses avec des rajouts usés, en parlant du jour où elles pourront enfin s'en payer de nouveau. Elles s'achèteront des mèches de cheveux véritables, de cheveux vendus par des femmes asiatiques aussi pauvres et désespérées qu'elles. Elles pourront alors faire ce mouvement sec de la tête pour renvoyer en arrière une touffe rebelle, comme le font les femmes blanches qui sont l'inaccessible horizon de celles du monde entier. Les rajouts de Mukom sont rouges, mais comme elle ne s'est pas fait teindre les cheveux, elle a des tresses à moitié bicolores. Sa coiffure est rouge et noire sur toute la longueur de ses cheveux, véritable. Et ensuite, il n'y a que du rouge. La dernière fois que je suis allé les voir, elle parlait des raisons qui l'avaient poussée à suivre lumière et don de Dieu. Elle disait « J'ai une cousine qui s'appelle Weli Sané. Elle a fait la France. C'est comme ça qu'elles disent tous pour parler de ceux qui ont voyagé hors des frontières du continent. C'est comme si l'Occident était une grande guerre à laquelle ne survivraient que les plus méritants. Elle a fait la France. Elle est partie sans papier, il y a seulement 2 ans. Là-bas, elle a pu trouver du travail et un blanc qui l'a épousée. Elle n'a pas eu à se vendre comme nous devrons le faire. Alors je me dis qu'une fois partie, je ferai ce que bon me semble. Comme elle, je trouverai un emploi. Après tout, elle n'a rien de plus que moi. Et si un blanc a bien voulu de sa peau aussi noire que le charbon et de ses cheveux aussi rêches que la paille de fer dont on se sert pour récurer le fond des marmites, il y en aura bien un pour moi. Il y a quelques mois, elle est revenue au pays. Elle voulait présenter son blanc à la famille parce qu'ils allaient bientôt se marier. Elle en avait de jolies robes, et puis des pantalons en cuir. Elle ne parlait plus comme nous, et même son odeur avait changé. Elle sentait la France, elle était devenue une déesse. Tout le monde la regardait. Tous avaient une requête à lui soumettre, un conseil à lui demander. Avant, elle était comme moi. Personne ne prenait sa hauteur. Elle mangeait dans la cuisine lorsque les hommes de la maison avaient terminé. Son mari et elle n'ont pas logé dans la famille. Ils étaient habitués à un autre confort que celui de nos nattes posées à même le sol où se dandinent des cafards si gros qu'on croirait des crabes. Ils avaient pris une suite au prince des côtes. Les autres l'écoutaient sans rien dire. À travers les interstices qui séparaient les planches montées à la va-vite, un rayon de soleil tentait une percée et éclairait son visage. Ensuite, il trouvait un autre espace où s'infiltrer et délaisser un moment sa figure de cuivre. Elle s'est tue un instant, puis elle a soupiré. J'ai bien observé tout cela. Comment Weli Sané n'avait plus une minute pour moi qui était la seule informée de ses projets de fuite. Je ne l'ai jamais trahie. Quand on a demandé où elle était, j'ai haussé les épaules.
Elle avait un fils de 3 ans que sa mère a dû prendre à sa charge. La famille a cru qu'elle était morte, mais on s'est refusé à la pleurer tant qu'on n'avait pas vu le corps. À son retour, on a présenté son fils à son mari en lui disant que c'était son petit frère. On lui a dit que les enfants d'ici appelaient toutes les femmes maman, que c'était normal. Elle n'a porté le gamin que 2 secondes. Il était si sale. Elle avait les yeux qui disaient « Mouf, dé, je ne l'ai pas trahi ». Elle ne m'a pas adressé la parole et ne m'a même pas apporté un soutien-gorge. Je ne l'ai pas trahi. Quand je pense qu'elle avait emporté 2 de mes robes et une paire de Charles Fourdan que m'avait donné ma patronne. Oui, je l'ai bien regardé. J'ai bien pensé à toutes les prières que j'avais dites pour que Niambé la protège. Moi aussi, j'avais fini par la croire morte. Nous nous étions dit qu'elle m'écrirait. J'avais loué une boîte exprès au bureau de poste. Elle n'a jamais écrit, pas un mot. Je me suis dit que je partirais aussi. Welly Sané et moi étions les moins chers de la famille. On nous traitait comme des esclaves et nous dormions toutes deux dans une vieille case en carabotte. Notre logis prenait l'eau dès les premières pluies. J'ai économisé mon salaire pendant des mois, il n'était pas suffisant pour payer le passage. Je suis allé voir Lumière, je lui ai demandé de m'avancer le reste. Il a dit que c'était beaucoup d'argent et que je devrais le rembourser. Je le ferai en un rien de temps, c'est certain. Il n'a fallu que 2 ans à Welly Sané. Moi aussi je ferai l'Europe. Je reviendrai et j'achèterai une maison près des rives de la Tubée. Il y aura une terrasse tout en haut, d'où on pourra voir l'Afrique entière, comme chez ma patronne. Avant de se trouver parmi les ombres, Moukom était femme de ménage chez les bourgeois de Sombé. Elle avait parlé sans une expression sur le visage. Ce n'était pas après un rêve qu'elle courait, mais après une revanche sur la vie. Elle était à la fois orgueilleuse et naïve. Elle pensait vraiment que les trottoirs de Paris ou de Madrid la laisseraient s'échapper pour aller trouver un emploi et un mari blanc. Parce que c'est pour faire le trottoir qu'elles partent toutes. Combien de temps faudrait-il avant que Lumière s'estime remboursée? Au moins, sa cousine n'avait-elle pas eu de créancier sur le dos. J'ignore comment elle s'est débrouillée, mais si elle avait dû payer une dette, elle ne serait pas revenue au bout de 2 ans, auréolée de gloire. Lorsque Moukom a fini de parler, la voix éraillée de Siké s'est fait entendre. Elle a dit « Mais ta sœur là, tu ne l'as pas coincée quelque part pour lui botter les fesses? Après tout ce que tu avais fait pour elle? Pourquoi n'es-tu pas allé la voir, elle et son homme, pour leur demander de l'argent? Tu aurais même pu la faire chanter. » Moukom a répondu « Je ne veux rien d'elle, pas même une paire de Charles Jourdan. Je veux seulement qu'elle sache qu'elle ne me dépasse pas. Je ne suis pas sa moins chère. Donc, rendez-vous sous le soleil d'ici 2 ans. Il brillera aussi sur moi. » Elle le disait pour s'en convaincre. Les autres n'avaient pas tellement envie d'évoquer leurs désirs secrets. Elles voulaient bien dire comment elles en étaient arrivées là, mais pas plus. Elles savaient qu'il ne servait à rien de parler de ce qu'on voulait faire, il fallait le faire, c'était tout. Les mots s'envolaient, emportant au loin des bribes de cette énergie vitale qu'on devait concentrer sur l'objectif. Et puis, les paroles attiraient les mauvaises pensées des autres qui, à force de souhaiter l'échec, le faisaient advenir. Le cœur de ces femmes était donc muet. Il ne dévoilait rien de ce qui lui importait. Et lorsque leur bouche s'exprimait, on ne pouvait démêler le vrai du faux, on ne pouvait savoir qui avait été vendu par une famille redevable à Lumière ou à Don de Dieu, ni qui était comme Moukom, venu de son plein gré pour se lancer dans la bataille européenne. Le dernier jour que j'ai passé auprès d'elle, je n'ai pu me faire une idée précise. Je regardais Andalé, la pieuse, toujours assise dans son coin à réciter des psaumes vengeurs, très souvent à voix haute. « Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, pareil, disait-elle. Puis elle ajoutait « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. »
Ensuite, elle se taisait. Il me semblait qu'elle s'en allait expier quelque faute pour laquelle elle consentait à être jetée en enfer. Je me demandais ce qu'une si jeune femme pouvait bien avoir à se reprocher. Je me suis souvenu de la veille au soir. Vie éternelle était venu voir les filles comme il le faisait tous les 2 jours, ce qui signifiait que la ville n'est pas si loin, que nous sommes encore au pays. Il était venu comme d'habitude. Je les avais épiés à travers les lattes mal assemblées, tapies dans un coin à l'extérieur de la maison. À cette heure-là, Coédie somnolait dans la cuisine. Elle savait que la brousse était si sombre que je n'oserais pas prendre la fuite et que Vie éternelle fouillerait la voiture avant de s'en aller pour s'assurer que je ne m'y cachais pas. C'était lui qui s'assurait, c'était lui qui m'avait trouvé la dernière fois que j'avais essayé de m'enfuir. Maintenant, il se méfiait, mais je l'aurais. Un de ces jours. Il avait rejoint les filles muni d'une lampe tempête et du livre. Il avait aussi une besace contenant ses poudres et ses écorces. On ne savait jamais si Dieu n'était pas réellement omnipotent. Toutes, elles s'étaient levées pour le saluer. Elles avaient baissé la tête et fait silence. Au bout d'un long moment passé à les observer, il s'était enfin décidé à parler. « Bien, avait-il dit, louons le Seigneur, Andalé, veux-tu réciter le Pater Noster ?» Elle avait récité avec ferveur, et après que toutes eurent dit « Ainsi soit-il », Vie éternelle avait souri à la jeune femme. « Je vois, lui avait-il dit, que ta foi croît de jour en jour. C'est bien. Plus que tes sœurs qui sont ici, tu dois t'en remettre au Très-Haut. Bien, bien. Asseyez-vous à présent. Nous avons un rite de protection à effectuer. Je ne sais quelle mouche a piqué Andalé qui ne disait habituellement que des psaumes. Elle lui a demandé « Pourquoi tout cela, puisque l'Éternel est notre berger ?» Vie éternelle lui a souri. « C'est lui qui nous a donné tous ses pouvoirs. N'avait-il pas doté Moïse d'un bâton capable de se changer en serpent et de fendre les flots de la mer afin de laisser passer son peuple? De même, il nous a donné ses écorces et le pouvoir qu'elles recèlent. Tenez, mangez ça. » Il a tendu à chacune un œuf dur, d'où un bout d'écorce dépassait. Elles l'ont mangé, avalant tout entier le bout d'écorce impossible à mâcher. Vie éternelle a dit que c'était bien, que là où elles allaient, il fallait vraiment que toutes les énergies actives en ce monde soient de leur côté. Ensuite, il leur a demandé si elles avaient bien gardé les rognures d'ongles et les mèches de cheveux qu'il leur avait réclamées. Chacune lui a donné ce qu'elle avait conservé. Siliki n'avait pas l'air de vouloir le faire. Elle n'avait pas le choix. Elle a donné de maigres rognures d'ongles et de fines mèches de cheveux. Elle se rongeait les ongles, les avalait et prenait soin de se raser le crâne tous les jours à l'aide d'une lame de rasoir qu'elle cachait quelque part. Elle se la passait elle-même sur la tête tous les matins d'un geste assuré. Elle s'asseyait en tailleur, la tête penchée en avant, et de minuscules mèches lui tombaient comme de la poussière entre les jambes. Ensuite, elle les brûlait avec un briquet qu'elle avait toujours sur elle. Tout le monde sait ici qu'il faut faire disparaître ses cheveux quand on les a coupés ou même seulement peignés. Il faut agir de même avec ses ongles. Si quelqu'un s'en saisit, il peut les employer à concocter un sort d'autant plus puissant qu'il se sera servi d'un support émanant du corps de sa victime. Les cheveux et les ongles sont comme le squelette. Ils demeurent longtemps après que toute vie a déserté le corps. Ils continuent à pousser sur les cadavres. Les donner soi-même à quiconque sait se soumettre sa vie durant à sa volonté. Vie éternelle a disposé le tout sur un petit plateau qu'il laissait toujours dans la pièce et auquel j'avais interdiction de toucher lorsque j'y venais. Il a bien pris soin de séparer ce qui appartenait à chacune. Il a récité 7 courtes prières à l'entité qu'il évoquait, en imposant les mains sur les éléments qu'il avait recueillis. Ensuite, il s'est tu et a fourré les rognures d'ongles et les cheveux dans de petites bourses de couleurs différentes. Une pour chaque fille. Une fois chez lui, il ferait certainement des choses que nul ne devait savoir.
j'ai vu qu'une larme dévalait la pommette gauche de Siliki. Son regard était froid et humide. Il ne suffisait pas qu'elle soit contrainte d'aller au loin se prostituer, il fallait qu'elle soit également à la merci de cet homme. Elle était la seule à ne jamais rien dire, mais je connaissais son histoire. Don de Dieu l'avait racontée à Kwedi, qui me l'avait répété un jour où elle avait besoin d'en parler. Siliki aimait les femmes, et un de ses oncles qui soupçonnait ce penchant avait fait en sorte de surprendre ses ébats avec son ami. Siliki avait dû confesser sa faute devant toute la famille. Il avait été décidé qu'on ne pratiquerait pas l'ablation du clitoris, châtiment prescrit par la tradition dans de tels cas. On était moderne désormais. Les petites coupures valaient mieux que cette mutilation. Alors, Siliki avait été vendu à un trafiquant de Nassimapula qui l'avait cédé à Lumière. Elle venait du nord du pays, là où la forêt équatoriale résiste encore aux assauts des hommes. Elle était la seule à ne rien dire et à ne pas retenir ses larmes. Vie éternelle s'est tournée vers les filles et leur a dit « N'oubliez jamais les risques que nous prenons pour vous aider à vous en sortir. Je parle bien sûr de celles qui sont venues à nous. Quant aux autres, ils nous appartiennent, elles nous appartiennent et sont priées de s'en souvenir. » Il s'est rapproché d'elles et leur a maculé le visage d'une poudre lactesante. Comme chaque mois qu'il venait les voir, il avait ôté la soutane blanche qui était son vêtement quotidien dans les rues de Sombé pour revêtir un pantalon de satin noir et une chemise rouge aux manches bouffantes taillées dans une sorte de voile. Cela donnait à ses gestes une amplitude étrange, dénuée de grâce et menaçante. Il leur a demandé de se mettre à genoux et de répéter après lui un sermon d'allégeance. Puisqu'il détenait des morceaux de leur corps, où qu'elles soient, il serait à leur côté. Il viendrait marcher dans leurs rêves et il leur arriverait malheur si elles tentaient de le trahir. Moukom a prononcé ces paroles comme les autres, les yeux fermés et en tremblant. Je me demande si elle songeait encore en cet instant qu'un prince charmant au visage pâle puisse la délivrer de la misère et la hisser sur une terrasse surplombant l'Afrique entière. Elle ne pouvait être si naïve, ni croire à ce point à sa destinée. Tout ce qui lui restait, c'était un espoir tenu et déjà bien audacieux. Le rituel de protection s'est enfin achevé et Vie éternelle s'est adressée à Andalé. Il lui a dit que son cas était particulier. Elle avait besoin d'une abrasion minutieuse des scories que sa faute avait laissées sur son âme. Elle a acquiescé d'un hochement de tête. Il lui a demandé « Quand as-tu vu ton sang dernièrement ?» Elle a répondu « Je suis impure en ce moment même. » Il a rugi comme une armée de lions dans la savane. « Mais ne pouvais-tu le dire avant, petit imbécile ? Il faudrait faire de nouvelles protections pour toi. » Il faudra faire de nouvelles protections pour toi. Celles de cette nuit n'auront pas effet. Une femme impure est inaccessible aux esprits. Il a chuchoté cette dernière phrase avant d'ajouter « Bon, au moins je peux savoir quand tu verras de nouveau ton sang, je t'emmènerai lorsque l'heure sera proche. » Il leur a tourné le dos et a quitté la pièce, emportant sa lampe tempête et les abandonnant dans l'obscurité. Elles n'avaient pas d'eau pour se laver le visage, puisque je ne leur en apportais que le matin pour leur toilette et un peu au moment des repas. Elles se sont étendues à même le sol sur les nattes et sur les pagnes qui leur servaient de couche. Elles ne se parlaient pas. De l'extérieur, j'entendais leur respiration superficielle, comme si elles réprimaient des sanglots. Je ne peux expliquer ce que je vais te dire maintenant, puisque Vie éternelle avait emmené la lumière et que je ne voyais plus leur visage poudré de blanc, mais je sais que toutes avaient les yeux ouverts dans le noir.